Chers citoyens qui se réclament de type nouveau et ceux qui y travaillent, on vous dit bonsoir. Merci d'être dans votre émission d'éducation citoyenne. Au menu ce soir, on s'intéresse à la dot et au mariage. Que disent les tests? On va en parler dans votre rubrique Loi de la République et programme de développement. Dans la deuxième rubrique Patriotisme et civisme, Maurice Santan revient. Et là, il nous parle des injures publiques, une mauvaise habitude qui malheureusement prend de l'ampleur. La troisième rubrique, participation citoyenne, reçoit aujourd'hui Emmanuela Rekbazo. Elle est spécialiste en participation citoyenne et avec elle, on va parler du citoyen face à la dot et au mariage. Et là, dans cette rubrique, nous vous poserons deux questions précises. La première, à quoi sert la dot ? Et la seconde, qu'est-ce que vous faites, mesdames et messieurs, lorsque vous voulez vous marier? Nous répondrons à toutes ces questions tout à l'heure avec notre experte du jour. Et la toute dernière rubrique, changement de mentalité, reçoit une fois encore Aubin Akodianou pour parler là de l'état d'esprit qu'il faut pour se développer. Voilà donc le menu de votre émission, mesdames et messieurs. Tout de suite, voici votre rubrique Loi de la République et programme de développement. Dot et mariage, oui, le nouveau type de citoyen également s'y intéresse. Pourquoi? Parce qu'il doit connaître les tests et lois qui régissent la République. Et que disent précisément les tests concernant la dot et le mariage? On vous invite tout de suite à suivre le contenu. Loi de la République et programme de développement. Dot et mariage. Qu'est-ce que la dot? La dot se définit selon les pratiques et les coutumes. Généralement, la dot s'appréhende comme étant l'ensemble des biens que l'époux apporte à son épouse en guise de cadeau. Dans la culture béninoise, la dot ne se limite pas à l'offrande de présents, elle est bien plus. C'est l'acte emblématique par lequel le futur époux manifeste son intention de prendre en mariage sa future épouse. D'un point de vue sociologique, elle symbolise le trait d'union entre les familles des futurs époux. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme qui se sont mutuellement choisis s'engagent à vivre en union pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la fin du mariage ou de leur existence. On dit du mariage qu'il est un acte juridique car il produit des effets de droit, à savoir l'obligation d'une communauté de vie entre époux, le devoir de respect, de secours et d'assistance entre époux, le devoir de fidélité mutuelle entre époux, l'assurance mutuelle de la direction morale et matérielle de la famille. Aussi, il convient de préciser qu'entre autres effets, c'est le mariage qui crée la famille légitime, c'est-à-dire celle qui est reconnue par la loi. Lorsque les époux ont des enfants, ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. On dit du mariage qu'il est un acte solennel car il est formaliste. Autrement dit, la formation du mariage est subordonnée à l'accomplissement de certaines règles déterminées par la loi, à peine de nullité. Le Code des personnes et de la famille distingue deux types de nullité, la nullité relative et la nullité absolue. La nullité est dite relative pour vice de consentement de l'un des conjoints si son accord a été obtenu par violence ou donné à la suite d'une erreur, défaut d'autorisation parentale pour les mineurs, impuissance du mari non révélée au préalable, maladie grave et incurable dissimulée au moment du mariage par un conjoint, ce qui, portant préjudice à l'autre conjoint, rend la cohabitation intolérable. La nullité est dite absolue lorsqu'il y a été contracté sans le consentement de l'un des époux, lorsque les conjoints ne sont pas de sexe différent, lorsque l'un des époux n'avait pas l'âge requis en l'absence de dispense, lorsqu'il existe entre les conjoints un lien de parenté ou d'alliance prohibant le mariage, lorsque l'un des conjoints était dans les liens d'une union antérieure non dissoute. Quelle est la valeur juridique de la dot? La dot n'est pas seulement une notion sociologique, elle est aussi une notion juridique. Selon les dispositions de l'article 142 du Code des personnes et de la famille, la dot a un caractère symbolique.
De ce point de vue, elle a une valeur juridique incontestable, car non seulement le législateur lui reconnaît une existence, il lui attribue également un statut, celui de symbole. Peut-il y avoir célébration de mariage sans dot? Auparavant, sous le coutumier du Dahomey, la dot était une condition de validité du mariage. Il n'y avait pas de mariage sans dot. Avec le Code des personnes et de la famille, la dot a désormais un caractère symbolique et n'est pas à proprement parler une condition de validité du mariage. Autrement dit, il peut légalement avoir de mariage sans dot. Quoique, dans l'inconscient collectif béninois, un mariage civil en bonne et due forme est celui qui est célébré après l'accomplissement des démarches coutumières, y compris celle de la dot. Raison pour laquelle, avant de célébrer le mariage civil, l'officier d'état civil demande aux futurs époux si les démarches coutumières ont été effectuées. Par-dessus tout, il convient de préciser que dans son caractère symbolique, la dot représente un acte de grandeur sur le plan sociologique, car elle honore non seulement le futur époux, mais aussi la future épouse et toute sa famille. Donner la dot, c'est rendre un excellent hommage aux traditions et aux valeurs ancestrales qui font la particularité de la République du Bénin. Où se procurer la loi sur le Code des personnes et de la famille? Le Code des personnes et de la famille est en vente dans les différentes librairies de la place. Un nouveau type de citoyen NTC connaît les textes relatifs à la dot et au mariage dans son pays. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, ce que on peut retenir donc de la dot et du mariage, ce que les textes disent à ce propos. Et ça fait partie des différentes thématiques que nous abordions depuis quelques numéros de votre émission déjà concernant le code des personnes et de la famille. Et certainement, dans votre prochain numéro, on parlera du divorce. Alors, mesdames et messieurs, Maurice Santan, je l'ai annoncé, j'ai dit tantôt qu'il est revenu des congés, tout pimpant, je dirais. Et là, il est déjà installé. On va le retrouver juste après ceci. Et je suis avec Maurice Santan. Maurice, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Comment allez-vous? Je vais très bien, tout souriant, tout pimpant. Les congés, ça fait du bien, hein? Évidemment, ça fait du bien, mais je suis également heureux de vous retrouver sur le plateau du nouveau type de citoyen. Alors là, nous sommes très heureux de vous avoir à nouveau. Alors, on parle des injures publiques. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une différence entre injure et injure publique? Oui, il y a effectivement une différence entre injure tout court, injure tout simplement et injure publique. Commençons déjà par faire une clarification conceptuelle de ce que c'est qu'une injure. Une injure est une parole offensante adressée délibérément à une personne dans le but de la blesser moralement en cherchant à l'atteindre dans son estime de soi, dans son honneur ou dans sa dignité. Et comme je le disais, ma chère heureuse, l'injure peut être publique ou non publique. Ici, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'injure publique. L'injure est publique lorsqu'elle est proférée dans un lieu public, dans les rues, dans un forum de discussion virtuel ou physique, par exemple. Mon constat est que les injures publiques se généralisent et se banalisent dans notre société. Elles tendent à devenir une pratique populaire et parfois même tolérée malheureusement. Dans les rues, par exemple, les jurons tels que, excusez-moi, imbécile, salaud, impoli, Jimaclon volent de partout. En dehors de ces jurons classiques, on entend aussi des propos offensants tels que « qu'est-ce qu'il conduit ?» Dégage de la voie et colle-nous la paix ou encore tu as obtenu ton permis où? Mais voilà, et déjà avec ces exemples, on peut déjà deviner là où ces injures peuvent être proférées, mais de façon précise. Est-ce qu'il y a des espaces où particulièrement ces injures sont prononcées? Oui, vous avez bien commencé à deviner. Ces propos viennent bien évidemment d'usagers de la voie publique, souvent pressés, surexcités, et prêt même à violer le code de la route. La moindre erreur de conduite ou la supposée erreur de conduite est accueillie par les mêmes réprimandes, parfois excessives et souvent moralement indécentes. Les victimes sont souvent d'autres usagers de la route, des automobilistes,
ou même des motocyclistes. Au Bénin, dans notre pays, la rue tend à devenir un espace de non-droit qui échappe à toutes les lois et règles de morale. Pourtant, on dit que la route se partage et la courtoisie doit être la règle. En dehors de la rue, il y a également les médias sociaux qui constituent aujourd'hui l'autre ring des injures. Beaucoup y vont sans la moindre idée, sans la moindre culture du débat public. Lorsque quelqu'un qui est en face de leur vis-à-vis tient un discours différent ou pense autre chose, il est systématiquement injurié ou stigmatisé. Cette rue énervante, bouillonnante, stressante, injuriant à la moindre petite faute, ces médias sociaux de plus en plus violents, calomniants à longueur de journée ne sont malheureusement que le reflet de notre société qui devient de moins en moins tolérante, de moins en moins compréhensive. Malheureusement. Et moi, j'ajouterais, ce n'est pas parce que je suis une femme que je le dis, mais toutes les femmes seront d'accord avec moi. Elles sont les premières victimes, surtout en circulation. Quand on voit une femme au volant, non mais elle est la cible de toutes sortes d'injures provenant des conducteurs. Il faut qu'on change cela. J'ai évité de stigmatiser évidemment nos compatriotes dans ma chronique parce que ce n'est pas seulement les femmes qui sont victimes, même si, voilà, comme vous l'avez expliqué, il peut y avoir une tendance à remarquer que les femmes sont davantage victimes de ces injures des usagers de la voie publique. Et ça me permet également de chuter ma chronique sur les recommandations qu'il faut, que ce qui est attendu de la part du nouveau type de citoyen face à ce constat qui est finalement triste et malheureux. Le nouveau type de citoyen, donc disais-je, doit connaître les lois de son pays. Ça, c'est le credo que nous disons ici depuis le début de cette émission. Mais également, il doit se montrer tolérant. Il n'a pas besoin d'injurier un usager de la route qui fait une erreur de conduite ou qui a violé le code de la route. Il peut le lui faire remarquer gentiment et de façon courtoise, car souvent, beaucoup agissent par ignorance que par mauvaise foi. La sensibilisation demeure une arme efficace d'éducation civique sur laquelle il faut s'appuyer. Nous devons donc la renforcer et la généraliser afin que les injures publiques disparaissent de nos mœurs. Car le nouveau type de citoyen, c'est lui qui est à la base du développement. Et le développement commence par moi, le citoyen. Le développement commence par moi, la citoyenne. Effectivement. Merci beaucoup, Maurice Tantan. À la prochaine. À la prochaine, avec plaisir. Merci beaucoup. Eh bien voilà, nous sommes dans votre rubrique participation citoyenne et nous recevons aujourd'hui Emmanuela Rekbazo. Elle est spécialiste en participation citoyenne et avec elle, on va parler du citoyen face à la dot et au mariage. Et comme je le disais tantôt, nous avons deux questions à vous poser aujourd'hui. Et la toute première, à quoi sert la dot? C'est la question que Inès Kwasinanga vous pose. La dot, ça sert à donner de dignité ou bien de valeur à la femme. La dot, c'est parfois symbolique, mais c'est un acte posé du côté de l'homme pour pouvoir consolider les liens. La dot, selon moi, c'est un acte solennel dans la vie d'un couple. La dot, c'est la connaissance de deux familles qui veulent s'unir. À quoi sert la dot? Voilà donc la réponse de quelques citoyens interviewés par Inès. Inès, on vous retrouve tout à l'heure pour la seconde question. Mais avant, nous allons recueillir l'avis de notre spécialiste du jour, Emmanuela Rekbazo. Bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être avec nous ce soir. Ravie, je suis. Vous êtes spécialiste en participation citoyenne. Tout à fait. Alors, à quoi sert la dot? Alors, la dot est une pratique ancestrale qui a fini par être consacrée par la loi. La dot consiste pour un homme qui désire se marier, de se faire représenter par sa famille pour aller demander la main de sa bien-aimée avec des présents, un lot de présents symboliques, afin de demander la main de cette dernière. D'accord. Précisons quand même que la dot est une séquence majeure de la célébration du mariage traditionnel. Et elle est considérée par plusieurs, on peut dire même qu'elle est le mariage traditionnel en elle-même. En ce sens que c'est au cours de cette cérémonie que la promise, la fiancée, la future épouse dit
le oui nuptial qui consacre le mariage traditionnel, le oui qui est attendu et applaudi au cours de la cérémonie, tout comme cela se fait au cours du mariage civil ou religieux. Voilà. Donc la dot, c'est un mariage. Oui, c'est un mariage traditionnel. Et comme on a eu dans la toute première rubrique, vous l'aviez également dit, la dot a été consacrée par la loi. Oui. Mais que dit précisément cette loi de la dot? Alors, c'est le code de la famille qui a été assez bref sur la dot. Que la dot a un caractère symbolique. Il faut retenir qu'au sens du code, la dot n'est pas le prix d'achat de la future mariée et que ce n'est pas non plus le salaire qu'il faut payer aux parents et à la famille de la mariée pour pouvoir récupérer et prendre leur fille en mariage. C'est un geste symbolique qui, à l'origine, rend honneur aux jeunes mariés qui entrent de plein pied dans la famille de sa promise. D'accord. Ah ben, à vie, certainement, ce sont les hommes qui le diront à vie aux belles mères et aux belles filles. Mais il faut également rappeler qu'il y a certains hommes qui souhaitent faire plaisir à leur épouse en faisant des dots vraiment grandioses. Mais vous avez dit la dot est symbolique. Mais symbolique et obligatoire, est-ce qu'elle est obligatoire, la dot? Je vais préciser que le code de la famille n'a pas dit que la dot est obligatoire, mais ce code n'a non plus pas dit que la dot est facultative. Dans la pratique, lorsque vous faites les démarches pour faire le mariage civil, l'officier d'état civil vers lequel vous partez vous demande les preuves que le mariage coutumier ou la dot a été bien fait. Tout simplement. Donc, si on se base sur cette pratique, on peut dire que la dot est en quelque sorte obligatoire avant d'aller au niveau du mariage civil. Et c'est ce dont on va d'ailleurs parler maintenant. Et par rapport à ça, nous retournons l'antenne à Inès Kwasi qui est de l'autre côté avec les citoyens pour leur demander, lorsque eux, ils veulent se marier, qu'est-ce qu'ils font? Comment procèdent-ils? Avant de se marier à une femme, il faut d'abord connaître la famille de la femme. C'est de suivre les étapes et la connaissance des parents et la dot. Chaque famille a ses principes, ses manières de faire. Là, tu remplis les conditions pour prendre la femme. Il faudrait que l'homme lui fasse la connaissance des parents. Et il y a une petite dot et la grande dot. Nous retrouvons notre spécialiste en participation citoyenne. Voilà ce que pensent, ce que disent les citoyens et ce qu'ils font lorsqu'ils veulent se marier. Mais selon vous, quelles sont les formalités qu'il faut remplir lorsqu'on veut se marier? Alors, nous parlons à ce niveau du mariage civil. Civil, voilà, il faut préciser. Pour se marier, pour faire le mariage civil dans notre pays, il faut aller nécessairement à la mairie pour prendre les renseignements. Je vais quand même préciser qu'en général, la célébration du mariage civil, qui est le seul qui produit des effets, les futurs époux devront constituer un dossier. Mais quel est le délai précis pour que le dossier soit déposé? Alors, la loi donne la possibilité aux citoyens de décider de la date précise à laquelle ils vont se marier. Et lorsque cette date est choisie, il est important, ou je dirais, la loi oblige les futurs mariés à déposer leur dossier 15 jours francs, c'est-à-dire 2 semaines au moins avant la célébration proprement dite du mariage. Merci Emmanuela Rekbazo, spécialiste en participation citoyenne. Ben voilà, assez d'informations pertinentes et utiles pour tout citoyen. Le nouveau type de citoyen, ce n'est pas que ce citoyen-là qui respecte le code de la route, qui ne jette pas les ordures partout, qui ne salit pas son cadre de vie. Le nouveau type de citoyen, c'est également ce citoyen-là qui connaît les tests qui régissent sa République. Et en parlant, nous venons de décortiquer un peu les tests, voilà, qui parlent de la dot et du mariage avec notre spécialiste du jour. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter sur nos réseaux sociaux, voilà, Mouvement NTC. Et ceci dit, nous passons à la toute dernière rubrique, changement de mentalité. Nous sommes avec Aubin Akodjenou, notre expert en changement de mentalité, qui nous revient
Monsieur Akodianou, bonsoir. Bonsoir, Heureuse. Merci d'être là encore aujourd'hui. Merci. Alors, on parle de quoi précisément? Aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'esprit pour se développer. Du type d'état d'esprit qu'il faut avoir pour se développer. Pour se développer, bien sûr. Alors là, ça paraît intéressant. On vous écoute, on vous suit. Nombreuses sont des personnes aujourd'hui qui ratent l'objectif de leur vie. Non à cause des situations ou bien des difficultés qu'elles ont rencontrées, mais plutôt à cause de leur état d'esprit. En observant l'être humain aujourd'hui, nous avons constaté que la plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir qu'un individu peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. Mais pourquoi aujourd'hui les humains, au lieu de changer leur état d'esprit, se focalisent sur leur situation? Nous allons prendre un exemple. Nous allons prendre l'exemple de l'huître perlière. L'huître perlière, c'est comme, disons, un coquillage. Ça se trouve au fond des eaux. C'est l'huître perlière qui produit les perles que les bonnes dames, nos femmes, portent. D'accord. Comment ces perles-là sont produites? L'huître perlière dans l'eau reçoit la visite des débris dans sa coquille. Et dès que ces débris rentrent dans la coquille, il y a comme une confrontation, c'est-à-dire une lutte entre l'huître et ses débris. Dans cette lutte, l'huître perlière produit une substance blanche, brillante, appelée nacre. Nous pouvons voir que ces débris, en donnant cette souffrance à l'huître perlière, au lieu que l'huître perlière arrive à baisser les bras, et ça peut lui causer la mort. Mais l'huître perlière se défend pour pouvoir donner quelque chose de précieux. Ce faisant, nous pouvons voir que nous, les humains, nous pouvons nous inspirer de l'huître perlière pour pouvoir dominer beaucoup de difficultés, beaucoup de situations dans notre vie. Souvent, devant les situations, nous succombons beaucoup. Beaucoup de nous, précisément les jeunes, nous succombons. Pourquoi? Parce que notre état d'esprit n'est pas formé pour pouvoir rencontrer ces difficultés. Oui. Alors que l'huître perlière transforme ces souffrances en quelque chose de précieux que nous utilisons aujourd'hui. Les perles sont très chères. Tout à fait. Heureusement, nous les humains, nous devons nous mettre en tête aujourd'hui que le bonheur d'un individu ne dépend pas de ce qu'il est, ni de ce qu'il possède. Ça dépend de quoi? Ça dépend de son état d'esprit devant les situations que cet homme rencontre. Toujours. Oui, c'est comme ça. La manière dont nous pensons, c'est le résultat qui vient. Si je pense négativement, j'aurai les résultats négatifs. Un jeune artiste béninois de la localité de Dogbo, connu sous le nom de Petit Fano. Un jour, j'ai suivi un documentaire sur ce petit. Sa maman avait témoigné. Sa maman a dit que c'est au 4e jour, à sa naissance, que son enfant a ouvert les yeux pour la première fois. Et depuis ce jour, il ne peut plus utiliser ses yeux. Il est resté aveugle jusqu'à aujourd'hui. Oui. Cette histoire m'a touché. Et à voir les paroles de sa maman, que sa maman lui dit toujours que vraiment tu es aveugle mais tu n'es pas un handicapé. Et ne permet jamais à personne de te fragiliser en te traitant d'handicapé. Et je peux voir que cette parole que ce jeune a gagnée de sa maman, cette parole lui a donné la force aujourd'hui de pouvoir développer le talent en musique qu'il a. Et aujourd'hui, beaucoup apprécient ce qu'il fait. Rythme. Tout à fait. Donc, nous, les humains, aujourd'hui, nous devons revoir notre état d'esprit. Si nous revoyons notre état d'esprit, nous pouvons être un modèle vivant pour les autres. Tout à fait. Oui, c'est notre état d'esprit qui sera changé premièrement. Alors qu'il faut que nous soyons tous des êtres inspirants. Oui. D'accord. Mais aujourd'hui, l'école nous forme et nous apprend de pouvoir évoluer, de réussir, gagner de l'argent. Mais est-ce que l'école nous forme à pouvoir affronter les difficultés de notre vie? C'est une question. Changer son état d'esprit, quelque chose de très, très important quand même. Et ça ne s'apprend pas à l'école. Non, ça ne s'apprend pas à l'école. Malheureusement, ça ne s'apprend pas. Et il nous faut ça. Il faut un état d'esprit positif pour une vie positive de tout citoyen.
Merci beaucoup. Vous avez des recommandations pour les Oui, citoyens de type nouveau? Quel état d'esprit avez-vous? Parce que c'est ça qui est important. Si vous n'avez pas un état d'esprit pour se développer, je vous convie à pouvoir réellement apprendre de cette émission pour pouvoir réellement revoir votre état d'esprit. Nous avons tellement de diplômes, mais face aux difficultés, nous sommes sans armes. On devient sans armes et on est abattu par ces situations. N'est-ce pas? Oui. Il faut que chacun se forge une mentalité positive, un état d'esprit positif. Et ce sera tout, mesdames et messieurs, pour votre rubrique Changement de mentalité. On vous remercie pour l'attention. Ben oui, l'émission également s'achève ainsi. On vous demande de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Ceux qui nous écrivent, ceux qui nous contactent, nous vous remercions pour ce que vous faites dans votre communauté. Nous aurons le temps également de partager encore d'autres messages d'action citoyenne. Et nous vous invitons, vous, qui n'avez pas encore posé l'acte qu'il faut, qui n'êtes pas encore passé à l'acte, nous vous invitons à agir. Il y a forcément un problème dans votre localité. Ne soyez pas un problème pour votre localité, mais soyez une solution pour votre communauté. Et ce sera tout. On vous remercie. On se dit à très bientôt.